Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois mon ami. On peut dire maintenant qu'on est amis. Ça fait quelques fois qu'on se voit et on adore échanger. Mon ami Danilo. Alors, Danilo, il va se présenter dans quelques instants. Mais je tenais vraiment à avoir cette discussion avec lui parce qu'on s'est rencontrés de manière digitale. Travaillant tous les deux un peu dans le monde digital, on s'est rencontrés en se suivant un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, on a eu la chance, il y a quelques mois, de se rencontrer lors d'une journée à Nègregor et on a vraiment pu prendre le temps de se connaître. Et ben voilà, c'est une personne que j'adore, qui a vraiment du contenu incroyable. Là où moi je suis quelqu'un d'assez brouillon, lui c'est quelqu'un de très 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 organisé. Il maîtrise le sujet. Et aujourd'hui avec lui, on va parler de plein de choses. On va parler de personal branding, on va parler de peut-être de digital, de communication. Mais avant tout ça, Danilo, je vais te laisser un peu la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais, et surtout, c'est ce qui intéresse aussi les gens, comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Déjà, merci de m'accueillir, Lucas. Comme d'habitude, ça me fait hyper plaisir et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois et qu'on partage justement le même point de vue sur plein de sujets. Donc, je pense que cette discussion va être des plus intéressantes. Alors, pour me présenter rapidement, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais concrètement, ça fait 3 ans que je suis dans le digital, donc depuis 2017. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion et j'ai étudié essentiellement la finance et un peu le marketing. Ça ne m'a pas forcément plu. J'ai fait un stage là-dedans. Bon, je ne vais pas vous donner plein de détails là-dessus, mais concrètement, j'ai voulu me diriger vers une autre voie qui était le marketing digital. Donc, je voulais apprendre ça parce que je vois que c'était un truc qui était tendance, où il y a pas mal d'entrepreneurs dans le digital qui justement arrivaient à utiliser les médias sociaux pour développer leur boîte, que ce soit pour vendre des formations, pour vendre un produit, n'importe quoi. Et c'est ça qui m'a un peu attiré vers le digital. Donc, comme j'ai été attiré par ça, j'ai cherché un job dans une startup. Le job, je l'ai eu. J'ai appris la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment rentré dans ce monde-là, mais que je me suis en même temps rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément mon truc d'être salarié. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait triper, même si je faisais un truc que j'aimais bien, même si j'aimais bien la vision de l'entreprise, j'aimais bien l'ambiance. Je sentais toujours un petit vide, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que je ne serais pas forcément hyper épanoui de faire ça toute ma vie, de travailler pour quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai naturellement pensé à devenir mon propre boss. J'ai ensuite suivi tous des Américains qui te parlent que tu connais Lucas, qui te parlent de personal branding, d'entrepreneuriat sur le web, de YouTube, d'Instagram, Facebook. J'ai commencé à suivre leurs conseils pour justement développer une marque personnelle dans l'objectif d'avoir un jour la possibilité de, que ce soit vendre mes services, vendre un produit, vendre une formation. Enfin, je ne savais pas exactement ce que je voulais vendre à ce moment-là, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais utiliser tous ces conseils-là pour développer euh, comment dire, une sorte de notoriété autour de ma personne et de mon savoir-faire, de mon expertise. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai démarré, que j'ai ensuite créé le blog, mes comptes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, et que j'ai créé énormément de contenu. Et c'est ce contenu justement qui m'a permis d'avoir mes premiers clients et qui m'a permis enfin comment dire, de voir l'avenir sur un meilleur jour avec plus de certitude que quand j'ai démarré le blog et qu'il y avait peu de gens qui me lisaient et le moment où je commençais à avoir des gens qui voulaient en savoir plus sur mes services, ben, j'ai commencé à me dire, OK, il y a une possibilité que tu puisses gagner ta vie en tant qu'indépendant. Et donc là, on était en 2018, il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est là que tout a commencé simplement. Et puis après, l'entreprise s'est développée naturellement. J'ai augmenté mon portefeuille client, j'ai créé mes offres, j'ai développé ma notoriété, ma réputation. Et au fur et à mesure du temps, ben, j'ai eu de plus en plus de clients, si bien que j'ai pensé à engager quelqu'un pour m'aider à gérer les campagnes de nos clients, donc les campagnes Facebook et les formations, les conseils qu'on donne également. Et voilà un peu la situation actuelle. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ça. Écoute, et en plus, ta présentation m'a fait repartir dans des idées encore plus folles parce que je sens que cette interview va avoir de la valeur à mort. Euh, Moi, comme tu le sais, j'interviewe ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Donc, c'est des gens alors là, aujourd'hui, on enregistre cette vidéo, ce podcast. On est en temps de crise, on est en confinement. Et pour moi, des entrepreneurs optimistes, c'est des gens qui sont axés solutions et pas axés problèmes. Et pourquoi est-ce que j'ai tilté et on y reviendra après, mais la première chose, c'est que j'ai vu tout à l'heure que toi, tu venais d'offrir un CDI à un employé. Là où pour Ouais. le moment, beaucoup de personnes sont en chômage technique, je viens de voir que toi, tu avais engagé une personne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? C'est vraiment hilarant parce qu'en fait, donc en gros, je dirais que j'ai été un peu vite dans l'histoire, mais il y a donc combien de temps encore? 9 mois, j'ai créé l'agence. Donc avant, je me vendais comme un consultant et donc je vendais mes services, du conseil et un peu de gestion de campagne. Après, je me dis, OK, on va passer plutôt en agence, on va arrêter de dépendre que de moi, on va créer une vraie entreprise qui dépasse ma personne. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'engager quelqu'un. Seulement, engager quelqu'un en Belgique ou en France, ça coûte extrêmement cher dans le sens où
le salaire que vous allez payer à cette personne, généralement, vous coûtera plus du double en tant qu'entreprise. Donc, ça revient vite à cher. C'est un peu risqué. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé une personne qui s'appelle Quentin Vermeersch, qui travaille pour moi, et qui sortait justement de l'école et qui avait justement envie d'apprendre tout ça, qui avait déjà un peu pratiqué la pub Facebook, mais sans vraiment, comment dire, être expert. Il comprenait comment ça fonctionne, il savait faire des campagnes, il savait comment fonctionne le ciblage, mais il ne savait pas forcément écrire des textes hyper impactants, il ne connaissait pas encore les différentes stratégies qu'on utilise pour vendre en ligne ou pour générer des prospects. Et donc, c'est comme ça qu'il est un peu arrivé sur base d'un contrat PFI. C'est un contrat de formation en Belgique qui permet justement d'être exonéré de toute charge patronale et quasiment, je pense qu'il y a juste des charges sociales à hauteur de 10% sur base de son salaire, ce qui est rien du tout. Et d'un côté, lui, ça lui offre un salaire net intéressant, qui n'était pas hyper élevé, mais qu'en fait, qui a augmenté tous les 2 mois. Et à la fin du PFI, en fait, les 2 derniers mois, il gagnait autant qu'un salarié, enfin, que le salaire qu'il allait avoir quand il était en CDI. La seule condition du PFI, ben, c'est que tout se passe bien, qu'il y ait un bon fit entre nous deux, que lui apporte une réelle valeur, une vraie plus-value, qu'il se fonde bien dans l'entreprise et qu'il finalement crée un peu la culture avec moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il se débrouille plutôt bien. Il est autonome. Là, on travaille à distance depuis 3-4 semaines depuis le confinement. Ça se passe correctement. Et même avant, il n'a jamais été en retard. Il a toujours répondu présent. Enfin, il s'est toujours montré sérieux, tu vois. Et donc, moi, déjà, avant le confinement, donc pour revenir au CDI, je lui ai déjà dit, OK, si tu veux continuer dans la boîte, je te donne le CD. Il n'y a aucun souci pour moi. C'est bon. Clairement, grâce à toi, l'entreprise elle s'est développée beaucoup plus que je l'espérais. En tout cas, quand il est arrivé, on gagnait une certaine somme d'argent et maintenant, on gagne quasiment le double. Donc, bon, le calcul est vite fait. Si on gagne le double et que lui, je dois lui payer, là encore une fois, une certaine somme d'argent qui est bien moins élevée que l'argent que je gagne en plus grâce à sa plus-value, il n'y avait aucune raison que je ne le prenne pas en CDI. Et en plus de ça, comme je te dis, il s'était bien intégré dans la boîte, les clients l'aiment bien. Et c'est comme ça que je me dis, bah voilà, je te propose du CDI. Mais là, on était vraiment fin février, donc je revenais de Los Angeles du voyage que tu connais avec Yannick et David. Et je n'imaginais pas en fait qu'on serait confiné 2 semaines plus tard. Donc, après, je t'avoue honnêtement que après 2 semaines, donc au début du confinement, le 15, j'ai 4 clients, je ne vais pas te dire la somme qui me payaient en forfait, qui me disent Danilo, écoute, on coupe les campagnes, c'est plus possible, on peut plus continuer comme ça, notre boutique physique est fermée, ou alors soit on peut plus livrer, on peut plus rien faire, on doit arrêter les campagnes. Donc ça fait quelques milliers d'euros qui sont partis en fumée. Donc je dis putain, merde. Et le soir même, Quentin me dit Danilo, écoute, j'ai bien senti la situation qui a été assez négative pour l'entreprise. C'est l'agence, enfin, la priorité, c'est l'agence. Si tu as besoin de me mettre en chômage technique, il faudra peut-être faire ça au moment où je signe mon CDI ou avant. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, là, la situation est tellement incertaine que je ne sais pas quoi te dire, mais je ferai tout pour l'éviter. Donc, j'ai limité des prestations avec des prestataires, j'ai limité des coûts, des frais, j'ai négocié certaines choses pour me dire, OK, je ne mets pas sur le carreau, sur le côté, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas le mettre 3 semaines à l'arrêt pour qu'il revienne ensuite se remettre dans le bain. Donc, heureusement, il n'y a pas plus de clients qui ont arrêté leur campagne. Il y en a même certains qui avaient arrêté, qui sont revenus, et d'autres qui sont en train d'être onboardés dans l'agence. Donc, heureusement, les choses se sont mieux passées. On espère que la tempête va pas continuer en avril, ou en tout cas va se limiter et que tout aille bien. Mais en tout cas, lui, voilà, il est passé en CDI dès aujourd'hui. On a signé le contrat et voilà, je vois qu'il était tellement content qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Mais moi, forcément, bah voilà, c'est une grosse période d'incertitude, mais je me dis qu'en fait, dans une telle période, la plus grosse erreur, justement, serait de tomber dans cette incertitude et d'arrêter de prospecter, d'arrêter de faire du marketing, de commencer à stresser, se faire du sang, penser aux problèmes et pas aux solutions, comme tu disais. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas, justement, le mettre en chômage technique, malgré qu'il y a quand même eu quelques comptes qui sont toujours en pause et qui fait qu'on gagne un peu moins d'argent. Après, Mais comme tu étais tourné solution, bah, tu as pu trouver, et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'adore dans les entrepreneurs optimistes, c'est que tu sais vers quoi tu vas aller. En tout cas, tu savais ce que tu ne voulais pas. Et là, ici, c'était le mettre en chômage technique. Donc, tu savais que tu ouais, voulais non, voir. Et ça, donc, il tu était as bon. vraiment réaxé ça. Et c'est Warren Buffett, je pense. Moi, c'est toujours lui que Ouais, j'ai en tête. Fearful, ouais, En 2008, je pense, lors de la crise des subprimes, qui avait justement, lui, vu cette crise où il avait tout investi. Là où tout le monde reprenait de l'argent, lui, il investissait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est le milliardaire. Et c'est ça aussi une des questions que je vais te poser et qu'on verra plus loin, mais est-ce que justement, dans ce confinement, est-ce qu'il ne faut pas doubler justement les efforts plutôt que voilà, de se retirer, de se reposer? Alors, bien entendu, je le redis, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des domaines où c'est vraiment
très compliqué et changer de business, on ne saurait pas assez rapidement. Mais je pense à tout ce qui est consultant, tout ce qui est personnes qui proposent des services, ceux qui sont peut-être dans le digital. Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est aussi l'opportunité de pouvoir, ne serait-ce même que créer du contenu de manière exponentielle? Mais énormément, sans aucun doute. Franchement, sans aucun doute, parce qu'à partir du moment où tu as moins de clients, où tu as moins de demandes, en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux retravailler ta stratégie. Tu peux peut-être penser à une stratégie pour te lancer enfin dans le digital si tu n'as jamais osé le faire. Tu peux penser à reprendre du contenu et le recycler en différents micro-contenus, comme on dit. Donc, tu peux créer énormément de contenu en masse. Tu peux préparer des emails de prospection. Tu peux préparer des listings d'entreprise. Tu peux revoir tes process. Tu peux, tu peux faire plein de trucs en fait. Tu peux faire plein de trucs et je t'avoue que là, on est en période de confinement, mais je travaille tout autant, voire même plus que les 2 semaines après que j'étais revenu de Los Angeles. Je suis encore plus motivé. Alors que quand j'avais perdu, enfin, pas perdu, mais quand certains de mes clients sont mis en pause, j'étais en petite déprime pendant 2 jours. Pendant 2 jours, puis le soir, un mardi soir, j'ai dit OK, c'est bon. Comme tu disais, Warren Buffett a dit Be fearful when others are. Je sais plus ce qu'il dit, are. euh, en gros, quand les gens ont peur, ben vous faites l'inverse, vous doublez vos efforts. C'est ce qu'il dit, ou alors vous investissez plus. Je ne sais plus exactement comment il dit. Oui, il y a une phrase comme ça, c'est du style travailler quand les gens se reposent et, et l'autre, je ne sais même plus la suite de sa phrase, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, lui a investi, investi, investi là où ça chutait. Et Oui. en fait, c'est ma vision Bon, par rapport à ça, c'est que je pense que, alors, il y a des business qui n'ont pas de mal, qui arrivent à continuer, et tant mieux, il y en a d'autres qui ont du mal, et je pense que justement, en termes de communication, c'est le moment d'aller chercher sa communauté, c'est le moment, parce qu'en plus, les gens sont collés sur leurs réseaux sociaux aujourd'hui, puisqu'ils n'ont entre guillemets que ça à faire, c'est le moment de créer une vraie relation avec l'entreprise et d'aller surtout grandir en termes de notoriété. Et comment grandir en termes de notoriété? Je dis toujours, c'est donner sans espérer recevoir. Donc c'est donner, donner, donner du contenu à valeur ajoutée, du contenu qui raconte une histoire, et le jour où l'économie va redémarrer, ben, on aura créé une communauté beaucoup plus grande de gens qui sont peut-être plus prêts à ah, acheter. mais c'est clair. En fait, mettons que tu as un coiffeur, parce que là, regarde ma coupe, regarde la tienne. Bah, écoute, voilà. Hein, On ne peut plus aller chez le coiffeur. Tu penses qu'entre un coiffeur qui n'arrête pas de communiquer sur les médias sociaux, qui fait de la publicité, qui montre, je ne sais pas moi, des coupes qu'il a fait, qui montre des nouveaux styles de coupe de cheveux, qui amuse les gens, en fait, qui fait des blagues, qui fait du contenu finalement, qui fait du contenu pendant un mois, qui fait ça 2 fois par jour, qui fait des stories tout le temps, qui amuse les gens. Tu penses que quand l'économie repartira, à qui les gens penseront à ce coiffeur-là ou au coiffeur qui s'est terré chez lui pendant un mois, comme le mien qui ne répond plus aux messages et au téléphone pour lui demander bon, est-ce que tu peux venir me coiffer, est-ce qu'on peut venir à domicile pour se faire coiffer. Ben, peut-être que en fait, lui perdra un client parce que ben, moi, j'irai peut-être chez un autre coiffeur qui est plus disponible que lui ou en tout cas qui est plus présent. Donc, c'est un peu, bon, je donne un exemple vraiment bête, mais c'est un peu le même exemple pour tout le monde. tout à fait. C'est-à-dire que quand l'économie reprendra et que tous vos concurrents auront pris le dessus sur vous, venez pas vous plaindre si vous avez perdu des prospects potentiels, que vous avez perdu des parts de marché et finalement que vous avez plus de mal à reprendre que d'autres. Donc oui, évidemment que c'est pas parce que c'est un confinement généralisé qu'on ne peut quasiment plus sortir ni consommer en physique, on va dire, que vous devez arrêter de communiquer, clairement. Est-ce que ce confinement t'a fait réfléchir sur ton business model? Ou est-ce que tu as mis en place de nouvelles idées ou de nouveaux projets qui vont être en cours? Ou est-ce que justement ton business à la base était adapté à cette crise, entre guillemets, c'est-à-dire que tu ne la subis pas trop? Comment est-ce que ça se passe dans ta tête par rapport à tout ça? Ben, en fait, pour reprendre l'histoire avec les clients qui ont mis en pause leur campagne, en fait, j'aurais pu vraiment le sentir vraiment passer parce que c'était quelques milliers d'euros sur, ça représentait, allez, que je te dise, entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Mais heureusement, ça a été compensé par la vente des formations en ligne. C'est-à-dire que comme les gens, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ce que je vends à la fois des prestations agences de gestion de campagne Facebook et des formations en ligne pour ceux qui veulent eux-mêmes faire leur pub Facebook ou la faire pour leurs clients, mais qui n'ont pas forcément envie de me déléguer leur campagne. C'est logique. Il y a un marché, il y a différents besoins dans ce marché-là, et moi, j'essaye de couvrir un maximum de besoins, à la fois le besoin de pilotage des campagnes parce que les entreprises n'ont pas l'expertise pour le faire et n'ont pas envie d'engager quelqu'un en CDI pour le faire, ni même de faire appel à une grosse agence média qui fait un peu tout mais qui ne connaît rien en Facebook Ads, et le besoin de ceux qui, justement, veulent internaliser leur campagne ou alors veulent le faire pour leurs clients. Et donc, les formations répondent à ce besoin-là. Et comme ces entreprises-là
bah, se sont dit, bah, voilà, là, j'ai rien à faire, c'est peut-être le moment de me former. Plein de gens ont pensé à mes formations. Et pourquoi ils y ont pensé? Bah, parce qu'ils savent qu'elles sont sur mon site, parce que j'en ai déjà parlé pas mal, parce qu'il y a toujours des pop-up qui parlent de mes formations sur mon site. Donc clairement, ils ont pensé à ça, ce qui fait que le revenu des formations a augmenté un peu de la même proportion que le revenu que j'ai perdu pour mes prestations agence. Donc pour répondre à ta question sur est-ce que j'ai réfléchi à changer mon business model, je n'ai pas réfléchi à le changer, mais je me suis dit, en fait, si j'avais laissé tomber ce projet il y a un an, quand je sentais que ça battait de l'aile, que c'était pas, les résultats n'étaient pas terribles, que j'ai passé peut-être un peu trop de temps pour le résultat que ça apporte réellement, ben, je pense que j'aurais bien mal vécu cette crise-là. Après, peut-être que si j'avais investi moins de temps dans les formations ces 12 derniers mois, que j'avais investi plus de temps dans le fait de trouver des clients agences, bah, peut-être que j'aurais plus de clients agences, mais j'aurais peut-être été encore plus impacté négativement dans le sens où plus j'ai de clients agence, plus il y a des chances que certains arrêtent, tu vois. Tout à fait, ouais. Mais donc, ma question va dans l'autre sens. Est-ce que pour l'avenir, ça te fait réfléchir aussi, te dire qu'au final, une formation en ligne, je veux dire, c'est du, entre guillemets, c'est du bénéfice 100%. Une fois que tu as rentabilisé le temps que tu l'as mis, alors après, on est d'accord, il n'y a pas de revenu passif, hein, il faut toujours travailler pour le faire connaître, etc. Mais est-ce que justement, tu te dis, tiens, grâce à cette crise, oui, est-ce que justement, je vais développer plus de formations en ligne ou pas? Non, non, je vais répondre à tes questions. Non, je vais garder les deux mêmes offres. Je vais même limiter les offres. Je vais retirer la troisième formation qui est pas trop chère, parce qu'en fait, il y en a trois. Il y en a une sur l'écriture persuasive, donc la création de contenu, l'écriture pour vendre, la pub Facebook et la pub Facebook pour débutants. Pub Facebook pour débutants, je vais la dégager parce que la pub Facebook, enfin Facebook Ads Academy, elle couvre déjà tout ce qu'il y a à savoir pour faire de la pub Facebook. C'est juste qu'elle coûte cher. Elle coûte 500 €. Bah, enfin, pour moi, je trouve qu'en fait, c'est pas extravagant comme prix, mais il y en a pour certains, c'est trop cher. Et en fait, je me rends compte que ceux qui achètent celle à 100 € n'achèteront probablement jamais celle à 500. Et le taux de remboursement de la formation à 100 € est bien plus élevé que celui de celle à 500 €. Et en plus de ça, ça amène de la confusion le fait qu'il y ait deux formations sur le même sujet. Donc, je vais en retirer une et je ne vais pas augmenter mon offre de formation parce que je vais en avoir juste deux et me concentrer au maximum sur la promotion de ces deux formations-là et en faire vraiment des formations phares sur le marché. Sur le marché de la formation en ligne, tu as vraiment deux, trois mastodontes. Le premier, c'est Live Mentor. Le deuxième, c'est, j'ai déjà du mal à le trouver, mais tu as Olivier Lambert à Tanché où ils sont très bons. Après, tu as quoi? Tu as Udemy, mais c'est des formations pas chères. Mais en gros, tu n'as pas forcément. Le marché, en fait, il y a une énorme demande, mais il n'y a pas énormément de formateurs qui sont très crédibles et connus. Donc, je pense que je peux m'établir dans ce marché-là. Donc, clairement, je vais continuer à mettre en avant les formations, mettre en avant les membres, animer le groupe Facebook, apporter de la valeur aux membres, mettre à jour les formations, les améliorer. Donc, je vais toujours faire ce travail-là, mais je vais juste garder toujours ces deux mêmes formations et ne pas me concentrer sur une nouvelle, à moins que je vois une opportunité là-dessus dans 4-5 ans. Mais là, je pense que dans les prochaines années, je ne vais faire que ça, c'est améliorer ces formations-là et les promouvoir pour en faire vraiment des formations phares dans ces domaines-là, donc la pub Facebook et l'écriture persuasive. Bah, écoute, moi j'avais une proposition à te faire, hein, on en discutera un jour, mais c'était une formation ensemble sur le personal branding. Parce que je pense que c'est ce qui nous a un peu créé au début aussi, et je pense que c'est important pour quelqu'un qui se lance d'avoir sa marque personnelle et de savoir bien l'utiliser. Et ma volonté, c'était de proposer une formation avec des témoignages, avec des contenus apportés par chacune des personnes qui l'avaient exploité. Donc, je te Ouais, lance là comme ça, on en discutera après. grand plaisir pour témoigner dans ta formation. Après, je ne vais pas forcément la mettre sur mon site parce que, comme je te dis, trop d'offres, ça tue les offres parce que s'il y en a trop, ça confond les gens. Mais si tu veux que je témoigne pour la formation et je donne des conseils ou une présentation, bah, j'ai une présentation sur le personal branding, enfin, un tout petit peu en tout cas, et ça peut être intéressant d'en parler, bien sûr. Mais c'est en fait, c'est là aussi que je veux montrer, c'est qu'il y a différentes stratégies pour ceux qui nous regardent et qui voudraient peut-être digitaliser leurs offres. Toi, tu es allez, très peu de formations, mais des très longues. Moi, par Ouais. contre, connaissant ma cible et ma façon aussi de travailler, moi, je fais l'inverse. Mon but, c'est d'avoir un catalogue le plus grand possible de formations. Donc là, on est sur des formations de 2 heures maximum, sur des petites thématiques. Mais j'en fais beaucoup plus. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'il faut, ici que je voulais partager avec les gens. C'est qu'en fait, il y a les formations, effectivement, comme des Danilo qui font des 20 heures. Et franchement, j'ai suivi Tu as suivi celle le sur la tout? publicité Facebook qui est géniale, qui est Mhm. longue, qui est géniale, mais qui est parfaite. Mais à côté, il y en a aussi des fois sur une petite thématique comme ça. Moi, c'est plutôt ma façon de faire. Donc, il y a vraiment, en fait, je pense, moyen de vraiment s'en sortir, quoi. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Il y a plusieurs façons de créer un catalogue de formation. Soit tu crées un catalogue très limité avec deux, trois formations phares sur un sujet spécifique. Quelqu'un qui est très fort là-dessus, c'est Amy Porterfield. Amy Porterfield, elle a trois formations en ligne. Elle a une formation en ligne sur les webinaires. Donc, elle t'explique vraiment de A à Z comment créer, préparer,
promouvoir et vendre en webinaire, donc dans une conférence en ligne. Une deuxième sur les cours en ligne, donc comment créer une formation en ligne que j'ai suivie. Elle t'explique de A à Z, encore une fois, comment créer cette formation en ligne, comment trouver ton client idéal, comment valider ton idée, comment vendre cette formation, comment la promouvoir, comment la mettre à jour, etc. etc. Mais moi, c'est un peu pareil, tu vois, c'est-à-dire que je t'explique de A à Z comment faire ta pub Facebook, où tu sois un consultant, une agence, un entrepreneur, un e-commerce, un coach. Je t'explique ça de manière très générale. Je te donne des exemples, des études de cas. Je te montre comment le système fonctionne. La formation est mise à jour tout le temps. Je réponds à tes questions dans le groupe et basta. Tu vois, je vais de fond en comble là-dessus. Je ne te fais pas une formation sur les audiences Facebook. Je ne te fais pas une deuxième formation sur le copywriting des pubs Facebook. Je te mets tout dans une seule formation qui coûte cher, qui va même coûter plus cher à l'avenir. Et après, tu suis la formation de manière rigoureuse, tu l'appliques. Et je préfère avoir ça en fait qu'avoir. En fait, je préfère avoir 100 membres pour une formation à 500 euros qu'avoir 500 membres pour une formation à 100 euros. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout Et à fait, tout à fait, tout à fait. Mais comme je dis, ce sont des stratégies totalement différentes. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça de montrer aussi les différentes possibilités. Parce que moi, je pars aussi du principe qu'une une personne qui est cliente a plus facile d'aller acheter un deuxième produit. Et donc, il y a aussi ce côté augmenter le portefeuille client qui est peut-être plus compliqué quand tu vends déjà une formation à 500 pour derrière pouvoir proposer quelque chose, c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, ce que je voulais montrer par ce petit échange ici sur cette thématique, c'était que tout est possible en fait et qu'il n'y a pas vraiment de recette secrète pour faire ça. C'est un peu comme vous le sentez. Après, il y a une autre boîte rapidement pour ceux qui nous écoutent, qui s'intéressent aux formations, qui s'appelle Founder. Et Founder, ils ont un catalogue d'une dizaine de formations très, très poussées. Enfin, en tout cas, il y a genre 80% des formations qui sont très poussées. Il y a encore 20% qui sont très courtes. C'est des formations qui sont toutes pricées à minimum 300 $, et qui vont jusqu'à 1000 $, voire 2000, je pense. Et ça marche très bien parce qu'ils font, en fait, à chaque fois qu'ils lancent une formation, ils font une promotion de malade et après, ils font des promotions croisées entre toutes les formations. Ils essaient de te faire des upsells d'une formation à une autre. Donc, c'est très, très pertinent et c'est une boîte qui génère des dizaines de millions d'euros par an grâce à des formations. Après, on parle de formation, mais je sais que c'est un peu mal vu les formations en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces baratineurs qu'on voit sur Internet qui vendent des méthodes miracles. Je précise que moi, les formations que je vends, et que même celles de Lucas, c'est des formations qui vous apprennent à utiliser un outil, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit le contenu. Enfin, le contenu, ce n'est pas un outil, mais plutôt une méthodologie de création. Mais ce n'est pas des recettes miracles pour devenir riche. Ce n'est pas des recettes miracles pour je sais pas, générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. Non, c'est juste des formations qui vous apprennent à utiliser un outil et établir une stratégie qui vous permet d'obtenir des résultats. C'est Comment concrètement. tu fais, toi, pour reconnaître un bullshitter d'une vraie personne avant d'acheter une formation? Parce que ça, je sais que c'est la question qu'ont beaucoup de personnes. Ça a l'air tellement bien, mais j'ai peur que ce soit un arnaqueur ou quelqu'un qui met. Comment est-ce que tu fais? Franchement, moi, je les repère à des 100 km et je me trompe rarement. Je les repère déjà par leur façon de se vendre. À partir du moment où ils commencent à exposer plein de chiffres, c'est qu'il y a un problème. Deuxième chose, à partir du moment où ils débarquent, tu ne les as jamais vus avant, c'est peut-être des trucs un peu bizarres, tu vois, que ce sont un peu associés avec d'autres qui ont une mauvaise réputation, tu les repères. À partir du moment où tu vois aucune preuve sociale crédible, hormis des témoignages un peu bizarres qu'ils ont sortis ou qui n'ont pas l'air vrais, tu les repères. Tu le repères également pour des trucs bêtement, pour les fautes d'orthographe qu'il y a, pour leur façon de s'exprimer. Tu peux également repérer sur la page de vente en elle-même le modèle qu'ils ont utilisé. Si c'est un modèle tout bête qu'ils ont trouvé sur ClickFunnels, tu peux repérer que c'est un peu des gourous qui ne sont pas fait attention aux détails. Donc, il y a tous ces trucs-là. Donc, pour moi, quand quelqu'un est vraiment sérieux, c'est quelqu'un qui a produit énormément de contenu, qui a une vraie crédibilité, déjà rien que par son contenu, qui a vraiment déjà travaillé avec d'autres boîtes et qui a appliqué ses propres techniques pour lui ou pour ses clients. Ça dépend de sa situation. Donc, c'est un peu comme ça que je les repère. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et aussi, Tout à fait. Ouais, dans leurs airs et tout, enfin, il y a plein, en fait, il y a plein de signaux qui permettent de repérer ces gens-là. Mais en fait, je fais comme toi, et c'est là le point important sur lequel je voulais t'emmener, c'était le personal branding. Que ce Ouais. fameux personal branding, alors on l'entend à toutes les sauces, mais c'est simplement cette fameuse réputation qu'on peut aussi avoir, qui fait que aujourd'hui, toi et moi, on a aussi fait des formations présentielles. On a été en présent, donc les gens nous ont vus, ont pu discuter avec nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui achètent en ligne, il y a déjà, OK, il a déjà été à tel ou tel événements, il ne débarque pas de nulle part, quoi. Donc, c'est Ouais. quelqu'un qui a un business classique, mais qui a réussi à transformer aussi en digital. Donc, le personal branding, je pense que c'est très, très important. Et ça, toi, c'est ce que tu as utilisé au début. Est-ce que tu aurais, comme ça, 3 ingrédients pour un bon personal branding?
3 ingrédients pour un bon personal branding. Bon, je vais te les sortir là, ce qui sort de ma tête directement. En première, c'est Au pif comme ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus. hum, Voilà, 3 comme ça pour quelqu'un qui nous écouterait. ouais, c'est ça. Bah, le premier, c'est produit du contenu pour ton client cible. Donc, ne jamais oublier à qui tu veux, enfin, qui est ton audience, qui tu veux toucher. Donc, c'est juste logique, mais le fait de produire du contenu de qualité et du contenu expert qui est recherché, ça t'aidera à développer ta marque personnelle, puisqu'en fait, ces gens-là te verront comme quelqu'un qui comprend son sujet, qui le maîtrise et qui a une envie d'aider. Donc, ça, ils vont se reconnaître dans ton contenu puisque tu t'adresses à eux. Deuxième chose, raconte ton histoire, que ce soit sur ton blog, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans tes podcasts, sur Facebook, sur Instagram, mais montre que tu es un vrai humain, que tu as des difficultés, que tu fais des erreurs, quand tu retires des leçons. Et troisième chose, ça pourrait être, que je réfléchisse bien, ouais, voilà, investis finalement dans des photos professionnelles, dans des photos professionnelles, pardon, des vidéos, toutes des choses qui vont te mettre en valeur. Parce qu'en fait, je vois des gens qui font du personal branding, mais tu vois jamais de photos d'eux, tu vois que le site n'est pas très pro, donc on pourrait parler de ça aussi. Et donc, investissez dans votre site, bah, qui n'ont pas encore de site web. Et ça, je trouve que ça fait tâche quand tu vois que créent du contenu, mais tu ne les vois pas assez, tu ne sais pas s'ils existent vraiment ou alors comment ils sont réellement. Donc, montrez-vous un peu. Je sais pas si ça répond à la Oui, question. tout à fait, mais tu as tout à fait raison. Et il en existe plein d'autres des ingrédients. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais faire un focus sur le premier que tu as donné, c'est créer du contenu. Parce que dans ton histoire, tu expliquais que tu as commencé en créant beaucoup, beaucoup de contenu. Mais les gens qui n'ont rien, d'ailleurs, je vais te faire une formation là-dessus que tu as peut-être vu passer, c'était Mm. comment créer une bibliothèque de contenu, donc pour qui était plutôt contenu organique. Mais toi, je sais que ça a été beaucoup les articles de blog qui t'ont fait connaître au début. Est-ce que tu aurais un conseil, un bon conseil pour créer un bon article de blog? C'est-à-dire comment trouver la thématique, comment bien écrire, c'est-à-dire est-ce qu'un article, ça doit être 20 mots, est-ce que ça doit être 10 000? Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, toi, quelle était ta stratégie au début de rédaction d'articles de blog? Attends. Donc en gros, moi, un tip pour écrire un bon article de blog, c'est de partir sur quelque chose qui a déjà eu du succès initialement chez les autres et faire quelque chose qui est meilleur. Ça paraît filou comme méthode, mais c'est la méthode, franchement, si vous démarrez, c'est la plus pertinente de faire, c'est-à-dire éviter de vous fier à vos intuitions qui parfois peuvent être fausses à partir du moment où vous avez mal compris ce que veut votre audience cible et justement de regarder ce qui a très bien marché ailleurs. Donc, enfin, quand je dis ailleurs, c'est chez vos concurrents ou dans une autre, comment dire, dans un autre pays, par exemple, et reproduire ce contenu-là sous une meilleure forme, donc mieux écrit, mieux présenté, avec des meilleurs exemples, des meilleures illustrations, un article qui est plus complet finalement, avec plus de data. Et après, sur comment tu rédiges cet article et combien de mots il doit faire, je dirais que l'article doit faire autant de mots qu'il en faut pour répondre à la question et pour proposer une solution crédible au problème que tu adresses dans l'article. Donc, si par exemple, le problème que tu adresses dans l'article, c'est comment définir un budget Facebook Ads, eh bien, tu vas justement euh, réfléchir à toutes les questions que les gens peuvent se poser sur comment définir un budget Facebook Ads, sur toute la méthodologie, le pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir au budget Facebook Ads avant de se lancer plutôt que de mettre n'importe quoi comme budget. Quels sont les paramètres à prendre en compte? Quels sont des exemples que tu peux montrer, que tu peux donner? Quelles sont des histoires que tu peux raconter, des anecdotes? Donc tout ça, tu vas le mettre dans ton article, tu vas le structurer. Donc avant de d'écrire l'article, tu vas structurer l'article, comme ça tu sais exactement vers où tu vas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que dans l'article que tu vas aborder le point A, puis après le point B, puis après le point C, puis après le point D, puis après conclure, bah, tu sais que le point A, tu dois parler de ça, tu dois donner ça comme exemple. Donc en gros, ce que je conseille à quelqu'un qui commence à écrire des articles, c'est de structurer l'article avant de l'écrire. Donc plutôt que d'écrire, on va dire, commencer à écrire, et puis après corriger, effacer la phrase, puis après refaire une phrase, puis après se dire ah non, ça j'aurais peut-être dû le mettre avant, ça j'aurais dû le mettre après. Non, c'est avoir une idée claire de ce que vous voulez écrire. Donc point A, point B, point C, point D. Dans le point A, vous savez exactement ce que vous allez aborder, vous savez déjà les exemples que vous allez donner, vous savez déjà les données que vous allez présenter, et après écrire. Ok. Donc ce Ok. travail-là, il prend, je dirais, 2-3 heures. Ça dépend vraiment de l'article. Et après, quand vous écrivez, ça vous prendra, je dirais aussi, 2, 3, voire 4 heures pour écrire tout ça. Et après, il y a la relecture, évidemment, parce qu'on ne publie jamais un article avant de l'avoir minutieusement relu pendant au moins 1 heure. Ça dépend de la longueur de l'article. Et voilà. Super, bah ça c'est top parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent commencer à créer du contenu et ne savent pas spécialement comment. Et je sais, et on est tous les deux un des grands fans de Mr. Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk parle de ce qu'il appelle le pilar content.
c'est du contenu pilier avec lequel il démarre. Donc, ça pourrait être par exemple une vidéo comme ici, où là, ici, ben, on va parler peut-être 40 minutes, peut-être plus, peut-être moins. Et l'idée, en fait, c'est de te dire, bah, voilà, cette vidéo, où est-ce qu'on peut la poster? Bah, je ne vais pas la mettre sur Facebook, parce que sur Facebook, personne n'écoute. On écoute 40 minutes de discussion. Par contre, YouTube, ça passe. Et l'idée, c'est de dire, bah, OK, les gens, ils la postent juste sur YouTube et ils s'arrêtent là. Et Mhm. là où il est intelligent, je trouve, et que ça apporte vraiment le génie, c'est de dire, mais on n'a qu'à aller découper les contenus. Donc, tu vois, à un moment donné, on a parlé de ton histoire, et puis on a parlé de personal branding, et puis de ça, bah, je pourrais en fait créer 3 types d'articles différents sur cette thématique. Et en fait, réutiliser. Clairement, clairement, franchement, la tactique de réutilisation du contenu, c'est l'une des meilleures tactiques que vous pouvez utiliser pour propulser, on va dire, la visibilité de vos contenus, d'un contenu existant et d'en faire des dizaines de contenus. Donc, c'est la stratégie qu'on utilise dans ma boîte. Maintenant, j'ai enfin une équipe qui m'aide à publier du contenu, à le mettre en forme, à le recycler. Clairement, mais on pourrait en fait avoir des milliers de contenus à faire chaque semaine. Après, il faut choisir le meilleur contenu à publier, sous quelle forme. Il faut faire une sorte d'arbitrage, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais moi, j'aime bien dire qu'à partir d'un contenu, vous pouvez faire 20 contenus. C'est ce que je Vraiment. conseille aussi, c'est d'une base, on peut créer, parce qu'en plus, il y a tous les modèles qui sont différents, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais je reviens là-dessus parce que tout à l'heure, tu partageais justement ta petite question du lundi et on peut en débattre ici Ah, aussi. mais non, débattons-en, c'est assez intéressant parce que tu as lu la question, tu as donné un avis très intéressant et je vais te dire pourquoi je suis parfois je remets en cause cette stratégie. Réexplique peut-être la question que tu as posée tout à l'heure. Attends, je vais reprendre la question. Non, mais en gros, la question, c'est à quoi sert votre contenu? C'est pourquoi est-ce que vous publiez du contenu? Est-ce que vous publiez juste du contenu pour de la visibilité, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires? Ou est-ce que vous publiez un contenu très pertinent qui vient adresser un problème, quelque chose que votre cible a envie de résoudre, qui pourrait l'intéresser et lui donner envie finalement de vous contacter? Ou est-ce que c'est juste un contenu qui va intéresser la masse, vous donner beaucoup de visibilité, de notoriété, mais finalement peu de conversions, peu de demandes, peu de ventes? C'est ça un peu le postulat de base sur lequel je m'étais basé. Et je me disais aussi, en fait, pourquoi, plutôt que de passer 20 heures à publier du contenu, pourquoi est-ce que je passerais peut-être 10 heures au lieu de 20 et que les 10 heures restantes, je passais ces heures-là à faire du meilleur travail pour mes clients, à trouver des partenaires, à prospecter un tout petit peu, à augmenter mes compétences en vente, ce que finalement j'ai fait ces 6 derniers mois. Ces 6 derniers mois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai publié, je pense, en moyenne 3-4 posts par semaine. 2 de ces posts n'étaient pas des contenus que j'ai fait moi, mais qui étaient recyclés soit par Quentin, soit par quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et 2 autres de ces posts étaient des reposts de contenus que j'avais déjà fait auparavant. Donc finalement, j'ai peut-être passé une demi-heure par semaine à créer vraiment du nouveau contenu pour mes médias sociaux, Et pourtant, quand je regarde, j'ai eu beaucoup moins de visibilité, de likes, de commentaires et d'engagement que dans mes posts d'il y a 6 mois avant quand Quentin arrive et que j'avais beaucoup moins de responsabilités, que je ne devais pas avoir le rôle de manager ou de leader. À ce moment-là, j'avais beaucoup plus de likes, de commentaires, mais j'avais beaucoup moins de business qui en découlait. Et là, à l'inverse, en me concentrant plutôt sur le fait d'apporter meilleure qualité de service à mes clients, de trouver des nouveaux partenaires, de passer plus de temps à vendre finalement, à téléphoner à des clients potentiels, eh bien, j'augmentais ma base client de pas 50%, mais un truc comme 30%, mais en tout cas, mes revenus, ils ont augmenté fortement, quasiment 75% en 6 mois, ce qui est énorme. Donc, on passait dans certains revenus à 75% en plus, ce qui est quand même pas mal. Et pourtant, j'ai publié beaucoup moins de contenu sur les médias sociaux. Et ce que je disais, c'est que maintenant, on va essayer de préparer du meilleur contenu, du contenu plus efficace, qui va à la fois construire mon personal branding, donc toujours sur la base du marketing digital, de la pub Facebook, du content marketing, pardon. Et on va essayer de créer un contenu chaque semaine, vraiment spécifiquement destiné à notre client idéal, qui est un e-commerce, que ce soit dans le prêt-à-porter, dans la mode, tout ce que tu veux, mais qui vend en ligne. Voilà mon postulat. Et beaucoup de gens, je vois, qui ont réagi, qui ont dit ouais, Danilo, tu as créé du contenu, c'est grâce au contenu que tu t'es fait connaître, etc., que tu t'es fait une notoriété, ce qui est vrai. Mais je peux vous assurer que, allez, je sais pas, il y a 125 000 personnes qui ont été sur mon site le mois dernier. Je n'ai pas eu 125 000 demandes, je n'ai pas non plus eu 125 demandes, j'en ai eu beaucoup moins. Et parce qu'en fait, ces 125 000 visites, il y en avait 50 000 qui provenaient d'articles qui finalement, en effet, ramenaient beaucoup de trafic et qui justement, grâce au confinement, ont apporté encore plus de trafic, comme notamment l'article sur comment faire des vidéos en direct. Mais ce n'est pas ça que je propose. Et pourtant, j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit « Oh, tu peux nous aider à faire notre vidéo en direct ?» Mais je disais « Mais non, je ne peux pas t'aider. » Donc, c'est quand même qu'à la base, dans ta stratégie, tu crées du contenu qui n'était pas entre guillemets intelligent, puisqu'il t'apportait une cible qui ne te correspondait pas.
Alors, je vais vous expliquer. Oui, je pensais que c'était intelligent. Je me disais, bah oui, plus tu crées de contenu, plus tu es connu, plus il y a des gens qui parlent de toi, et puis il y a des gens qui vont te contacter. Bah non, en fait, non, c'était beaucoup de gens qui lisaient le contenu, qui après n'allaient pas plus loin, ou peut-être qui allaient s'inscrire, mais qui ne comprenaient pas exactement ce que je vendais. Et je pense que si je m'étais concentré uniquement sur la pub Facebook, j'aurais eu beaucoup plus de business. Plutôt que de faire un article personnel, j'aurais dû en faire peut-être un toutes les 2 semaines et toujours concentrer sur la pub Facebook pour l'e-commerce ou pour le scaling de campagne. Et je pense que j'aurais eu plus de business par rapport à ça. Mais j'aurais eu beaucoup moins de notoriété, j'aurais eu beaucoup moins de likes, de commentaires, d'engagement, beaucoup moins de personnes dans mon newsletter, ce qui ne m'aurait pas fait plaisir parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à mon travail. Donc, il y a un arbitrage à faire entre le nombre de personnes qui finissent par me découvrir et me connaître sur les médias sociaux et vraiment un contenu qui est très pertinent et qui s'adresse spécifiquement aux problèmes de ma cible. C'est toujours la même chose finalement. C'est tu crées du contenu pour répondre à une problématique spécifique Tout à fait. de ton client cible. C'est comme ça que je vois la chose. En fait, ici, dans la formation que je vais te créer justement, je fais un dessin d'un entonnoir qui, en fait, le dessus de l'entonnoir, c'est les gens qui ne te connaissent pas, ce sont les inconnus qui ne te connaissent pas. Et en bas de l'entonnoir, c'est des gens que, quand ils sortent de l'entonnoir, on appelle ça limite des prospects potentiels parce qu'ils sont quasi convaincus et qu'ils veulent t'acheter. Et en fait, il y a 3 filtres dans cet entonnoir et c'est 3 sujets de contenu qu'on peut poster qui va, pour moi, générer de l'interaction. Le premier filtre, c'est le domaine d'expertise. Donc là, clairement, toi, ta boîte, elle ne fait qu'une seule chose, c'est la publicité payante. Ouais, sur C'est Facebook. vraiment la thématique. Donc là, pour moi, dans ce premier type de contenu, tu ne vas créer que des contenus plus généraux. Comment mettre en place son business manager, comment chic, Que j'ai comment fait. chac. Et Et en c'est fait, tu vas faire rentrer des gens qui ne te connaissent pas, mais qui sont intéressés par la thématique. ça. Oui, Vas-y. dis-moi. Non, franchement, continue. Et puis après, je te dirai mon avis là-dessus, mais je vois déjà où tu veux en venir. Deuxième étape, c'est l'entreprise, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as attiré des gens en fonction de l'intérêt, c'est pas pour autant qu'il te faut confiance. Donc, tu vas devoir en fait donner confiance aux gens en expliquant un peu toi qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, qui est ton équipe, quelles sont tes aspirations, tes sources, etc. Et pour arriver au troisième point, qui est ce que j'appelle, tu peux enfin parler de tes produits et services, où là, tu vas pouvoir dire concrètement, voilà mes formations, voilà ce que je fais, voilà un feedback d'un client, etc., etc. Et en fait, on remarque que comment dire, j'ai oublié le terme, ce funnel, cet entonnoir, tu dois respecter la règle des 80%, 20%. C'est-à-dire que pour moi, en organique, je dis bien en organique et pas en ads comme toi tu fais, il y a 80% du contenu qui doit être donné pour donner, sans espérer recevoir. C'est vraiment donner soit des astuces, soit donner son histoire, soit te raconter une anecdote, etc. Pour 20%, tu essayes de vendre quelque chose. Et quand tu respectes, et moi c'est ce que j'utilise, parce que contrairement à toi, moi je n'ai plus communiqué pendant un certain temps, j'ai diminué un peu, mon chiffre d'affaires a diminué. Et dès que j'ai recommencé à communiquer, Ouais, hop, ça a réaugmenté. c'est bizarre. Moi, c'était l'inverse. Franchement, j'ai communiqué beaucoup moins ces 6 derniers mois. Et je t'assure que mon chiffre d'affaires a augmenté fortement parce que je me concentrais vraiment sur la génération de revenus, de leads, la Et prospection, tu le les trouvais partenariat, comment alors ces leads-là? Ils venaient comment? partenaire ou bouche à oreille. Et, Quand tu dis partenaire, c'est quoi? C'est de la sous-traitance que tu fais pour d'autres boîtes ou quoi? non, 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 c'est pas ça. C'est des gens qui ne peuvent pas prendre un projet et qui me recommandent ensuite. Mais comme j'avais travaillé ça en amont, que j'avais cherché plein de gens comme ça qui pouvaient potentiellement me donner des projets et que je leur avais expliqué mon besoin et le fait que je pouvais leur offrir quelque chose en retour, eh bien, ils en parlaient de moi. Donc, par rapport au contenu, ce que tu as dit était hyper intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que tout le contenu que je crée actuellement, c'est du contenu top of the funnel. C'est du contenu toujours pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, comment ça marche la pub Facebook, pourquoi faire de la pub Facebook, 5 bonnes raisons de faire de la pub. C'est rarement du contenu, et là je vais te citer quelques-uns des articles que je préparais pour mon blog et qui sont dans ma ligne éditoriale, c'est comment baisser votre coût d'acquisition sur Facebook. C'est beaucoup moins intéressant, tu vois, c'est beaucoup plus geek. Comment choisir une agence de pub Facebook? Comment augmenter le nombre de clics sur vos pubs Facebook? Quelles sont les tendances de la publicité Facebook pour l'e-commerce? Tu vois, plein de trucs qui sont finalement très, très bas du tunnel, enfin, pas, oui, qui sont plus orientés bas du tunnel, en tout cas pour des personnes qui sont déjà conscientes qu'elles doivent faire de la pub Facebook, mais qui n'ont pas forcément encore identifié la solution idéale pour elles. Est-ce qu'elles doivent les internaliser, les déléguer, faire appel à un consultant? Comment est-ce qu'elles doivent choisir une agence? Combien investir? Tout ça, je ne sais pas forcément créer. Pourquoi? Parce que je savais déjà que ça n'amenait pas beaucoup de trafic. Par contre, c'est des contenus qui amènent beaucoup de leads. Et c'est ce que je vais faire au fur et à mesure de l'année, finalement, c'est de produire ces contenus-là. Et après, je vais utiliser la pub Facebook pour les mettre en avant, l'emailing, tout ce que tu veux. Mais là, tu verras que le tunnel va bien mieux convertir avec ces contenus-là parce qu'ils seront orientés vers les solutions, donc les solutions potentielles pour résoudre leurs problèmes, et mes offres de la même occasion. Et il y aura également des études de cas sur des campagnes qu'on a fait pour nos clients. Donc là, il y aura, je pense, d'ici la fin de l'année, 3, 4, 5 études de cas bien précises sur le travail qu'on a fait pour nos clients qui seront mises à l'écrit et qui seront publiées sur mon blog et sur le site de l'agence.
Et en plus de ça, il y aura des témoignages vidéo de nos clients. Donc, si là, après ça, d'ici 1 an, on n'arrive pas à générer des leads vraiment qualifiés grâce au contenu, c'est qu'il y a un gros problème. Mais je pense que c'est là, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est quand tu crées du contenu vraiment qui est en plus, un, intéressant pour ta cible et deux, qui correspond à tes services. Bah, là, c'est jackpot parce qu'effectivement, quand tu crées un article comment faire un Facebook Live, bah là, en période aujourd'hui avec le confinement, bah, on voit l'explosion des Facebook Live. Bah, certes, il y a du Ah, contenu, mais derrière, à moins que tu te dises, OK, bah alors je développe un nouveau service sur le côté avec Dany Le Duchesne plutôt que mon agence qui permet aux gens de faire du consulting là-dessus, mais tu n'as pas envie de faire ça puisque non, tu veux je n'ai pas construire. envie. Et je peux vous assurer qu'en 10 jours, j'ai eu une dizaine de personnes. Il y en a même qui m'ont appelé. Un gars que je connais de Bruxelles qui m'a, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé: Ah, Danilo, j'ai lu ton article sur Facebook Live, c'est super intéressant. Ma boîte, on a envie de faire des Facebook Live, est-ce que tu peux nous accompagner? Et j'étais un peu confus. J'ai dit: Non, je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'expertise là-dedans. Ouais, mais je vois que tu as fait des Facebook Live, tu as écrit un article. Je dis: Ouais, mais non, c'était juste un article. Et donc, du coup, je me fais avoir en mon propre piège parce que constamment, les articles, parfois, pardon, vont attirer des personnes qui ne sont pas ma cible idéale, qui sont des personnes qui peuvent apprécier mon contenu, me suivre, mais qui vont jamais rien acheter. Et ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est pas Oui, c'est grave. ça, mais voilà la morale. Donc, dans cette discussion qu'on a eue sur LinkedIn, c'était ça, moi, que je voulais dire aussi, c'est que une fois que ce contenu est bien créé pour la bonne personne et qui surtout ne dirige pas la personne. Voilà, je prends l'exemple, j'avais une agence de com à l'époque que je n'ai plus. Bah, maintenant, je vais plus commencer à dire comment je peux gérer à votre place les réseaux sociaux, quoi. Par contre, si quelqu'un vient me trouver, bah, je peux lui vendre de la consultance ou je vais le faire. Donc, ça rentre quand même dans mes services. Mais voilà, je ne vais plus commencer à montrer comment créer des beaux contenus, etc. Autre que si vous pouvez le faire par vous-même, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus une équipe derrière de graphistes ou de choses comme ça. Et donc, je n'ai pas le moment où les gens vont se dire, mais en fait, Lucas va le faire pour nous. Non, parce que je n'ai plus d'agent, je ne le fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, la première partie en fait, c'est le conseil que tout le monde donne, c'est écrivez pour votre cible. Mais je pense que la chose qu'on devrait mettre en plus, rajouter en plus à cette condition, Oups. écrivez par rapport à vos services. C'est ça, et c'est exactement ça. Et c'est ce que moi, j'ai pas fait assez. C'est ce que moi, j'ai vraiment pas fait assez. Donc, écrivez par rapport à votre cible, en effet. Toujours, toujours. Et pourtant, je l'ai dit dans un article il y a 2 semaines, et ça m'a pris 2 ans pour comprendre cette erreur, c'est définir votre entonnoir de vente. Donc, dans votre entonnoir de vente, à chaque étape du tunnel, il y a différents contenus et offres qui sont adaptés pour votre entreprise. Donc, peut-être que pour moi, dans mon cas, je vous l'ai dit, à l'étape top of the funnel, c'est plutôt des articles, des contenus, des vidéos qui vont être liés au pourquoi faire la pub Facebook, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pub Facebook, combien ça coûte, etc. Tous des trucs vraiment de base pour aider à l'entreprise à se dire, OK, je dois faire la pub Facebook, c'est intéressant, finalement, c'est pas si n'importe quoi que ça a du sens d'en faire. Milieu du tunnel, c'est quoi les solutions qui sont à ma disposition? Est-ce que je dois faire appel à une agence? Est-ce que je dois investir quel type de campagne je dois lancer? Enfin, tu vois, des trucs un peu plus techniques, moins finalement attrayants pour le grand public, mais plutôt qui est orienté solution. Et troisième type de contenu, donc bas du tunnel, ça va plutôt être des offres, ça peut être des consultations, ce que moi j'ai fait. J'ai proposé beaucoup de consultations gratuites, mais à partir du moment où je n'ai pas suffisamment sensibilisé au milieu du tunnel, les gens ne voyaient pas forcément l'intérêt de faire une consultation avec moi. Et donc, je disais, enfin, le dernier type de contenu, pour moi, ça doit être des études de cas. Ça peut être également ouais, j'ai dit des consultations, donc c'est ça, quoi. Études de cas, consultations. Ça peut être également des webinaires sur comment vendre en continu avec la pub Facebook. Vraiment un truc qui est centré uniquement sur le fait de vendre avec Facebook. Donc, pour vraiment des gens qui comprennent l'intérêt de la pub Facebook, mais qui veulent maintenant comprendre le système pour vendre ou générer des leads avec Facebook. Et ça, c'est ce que je prépare, évidemment. Tout à fait, mais ça, c'est top. On dit, écoute, le temps passe hein, parce que nous, on parle, on parle, on parle. Écoute, tout d'abord, un grand merci. Ce que je pose toujours comme dernière question à mes amis du bavardage, il te reste 1 minute. Si tu as envie de donner un dernier conseil, une dernière idée, mettre en avant tes produits, n'importe quoi, il y a 1 minute qui est là pour toi. Je te laisse cette dernière minute. Ah, écoute, moi, je vais choisir ces dernières minutes pour me promouvoir, bien évidemment, hein. Maintenant, j'ai envie là, on est en confinement, j'ai envie de développer ma boîte. Donc, clairement, si vous avez besoin d'aide pour gérer vos campagnes de pub Facebook, que vous avez déjà des campagnes qui sont en place et que vous voulez les optimiser, avoir un meilleur retour sur investissement, bien, vous pouvez me contacter et avec mon agence, ça se fera un plaisir de gérer vos campagnes à partir du moment où vous avez déjà eu quelques résultats et que vous êtes prêt à investir au moins 1 000 € de budget pub. Et si ce n'est pas le cas, si vous voulez seulement créer vos pubs Facebook pour vous-même, apprendre à le faire ou alors le déléguer à un community manager, eh bien, prenez la formation en ligne qui vous apprend justement à faire votre pub Facebook. Vous pouvez partager cette formation-là à une personne uniquement.
Et voilà, cette formation-là peut vous aider justement à créer ces campagnes-là et les rentabiliser. Alors, je mettrai en description de la vidéo tes infos, mais je tiens à faire mon petit témoignage et tu ne m'as pas payé pour dire ça, mais je redis la formation Facebook Ads Academy, je l'ai suivie, j'ai mis en place et j'ai déjà eu des Ah, résultats. Alors, des choses c'est alors intéressant. que moi, j'avais l'impression de maîtriser un Facebook Ads, l'utiliser déjà, mais c'est vrai que cette formation est très, très précise, on apprend de chouettes choses. Ne serait-ce, moi, il y a un truc qui m'a émerveillé, même si je le connaissais déjà, mais la façon dont tu l'expliques et comment le mettre en place, c'est le retargeting. C'est vraiment moi la chose qui aujourd'hui est en train de tourner parce que pour un budget de quasi rien, je pense que là j'ai dépensé 15 à 20 euros, ben, j'ai déjà eu ce que j'appelle des calls de prospection, donc des personnes qui ont vu mon message, qui étaient déjà confirmées, qui m'ont appelé pour une session d'une demi-heure. Et dans cette session, ben, derrière, on sait qu'on va travailler ensemble derrière. Et donc, c'est-à-dire que là, limite, pour un budget de 20 euros, j'ai un chiffre d'affaires de 1000, 2000 euros potentiel, quoi, qui est en cours, quoi. Donc, c'est J'imagine. Donc ça, c'est le pouvoir du vraiment très retargeting. C'est intéressant. vrai que dans la formation, j'explique forcément comment faire du retargeting, comment le mettre en place, comment mettre en place une stratégie qui va justement allier acquisition et retargeting. Parce que je te l'ai dit, bah, le retargeting, ce n'est pas suffisant si tu ne fais pas d'acquisition, si tu n'as pas de trafic. Tout à fait. En fait, ce que tu as appris à mettre en place, c'est une campagne de retargeting evergreen. Donc, qui tourne toute l'année. Tu mets 1 euro, 2 euros, tu ne la bouges plus jamais. Tu changes un peu les pubs de temps en temps pour amener un peu de nouveauté pour ceux qui sont vraiment toujours en train de regarder ton site, mais qui n'osent pas passer à l'action. Bah, c'est vrai que c'est parfois bien de changer un peu les messages. Et ben voilà, tu l'apprendras dans le module 5 de la formation. Mais en fait, là, tu as appris à faire du retargeting, tu as appris à le faire tout seul. Mais dans le module 5, j'explique justement comment mettre en place cette pub que tu as mis en place. Et voilà, c'est ce Eh qu'on ben, appelle écoute, je me réjouis, là, je suis en train de la suivre et chaque jour, je mets un petit peu. Mais voilà, je voulais juste dire pour clôturer que c'était vraiment top et que les gens ne devraient pas hésiter parce que tu es le premier que je recommande au cas dans la publicité ads parce que tu es, un monstre là-dedans. On voit qu'en fait, tu t'as fait un focus sur un seul sujet et c'est ça qui est top. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais, Mm. un petit dernier mot? Tu as envie de dire un petit truc? Ah, j'allais dire, ouais, j'ai fait un énorme focus là-dessus. Donc, c'est sûr et certain que la plateforme, je la comprends bien. Je suis loin d'être le meilleur. J'en connais plein qui la comprennent encore mieux que moi. Je n'ai pas de problème à le dire. Mais bon, dans tous les cas, je l'utilise mieux que je pense que la plupart des consultants ou entreprises. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est que bah, l'expertise que je partage dans mes formations ou dans mes services, bah, elle est rare, elle est difficilement, on va dire, imitable. Et c'est ça qui fait que j'ai parfois un avantage concurrentiel, je pense, sur d'autres agences ou d'autres consultants. Eh ben super. Eh ben écoute, on a bien dépassé le temps, mais c'est pas grave. Quand il y a de la valeur et de la qualité, ben, on veut que ça dure. Je te remercie pour ton temps parce que je sais que tu es bien occupé. On refait ça quand tu veux. Moi, j'adore ce genre de discussion. Limite, même le petit challenge, on pourra le faire en live si tu veux la prochaine fois. J'ai vu que tu aimais Ouais, bien les lives pour le ouais, moment. pas de souci, j'en fais encore un mercredi, ouais, pas de souci, ouais, si tu Eh veux. ben super. Ben écoute, je te mettrai toutes les infos, mais dis-nous peut-être le site où on peut te retrouver les infos pour te contacter. Ouais, daniloduchesne.com. Danilo. Voilà, super. Ben écoute, un grand merci. Je te souhaite une bonne fin de journée, pas un bon week-end, hein, on est encore loin du week-end, on est que lundi. Une bonne fin de semaine et on se dit à très vite, ça va? À très vite, Lucas. Merci beaucoup. Allez, salut, hein.